effectivement dans votre région. Parce qu'on aurait dû nous délocaliser au Canada, aux États-Unis, alors que nous avons beaucoup à faire. Merci beaucoup. C'est terminé, mesdames et messieurs. Nous allons passer la parole aux membres du jury ou alors à une représentante des jurys pour donner les distinctions que nous avons ici. D'abord vous. Merci. Donc la parole sera donnée naturellement au président du jury pour les résultats des débats que nous venons d'avoir. Vous assumez vous-même, c'est à vous de dire. Une fois de plus, bonsoir. Permettez-moi juste d'appeler ici les candidats de la catégorie A. Approchez-vous, s'il vous plaît. C'était la région du centre contre la région de l'ouest. Ils vont rester. En cette veille de célébration de la fête de l'unité nationale, le MRC réalise ce que aucun parti n'a jamais réalisé, ce que aucun parti n'a jamais fait. Je vous prie, en tant que membre du jury, pour l'honneur que vous nous avez fait, d'applaudir le MRC. C'est le MRC qui gagne. Alors, nous avons eu affaire à deux catégories cet après-midi dans le cadre de la finale du projet de formation, du programme de formation que nous appelons PDL Challenge. Et dans cette catégorie, nous avions la région de l'Ouest qui affrontait la région du centre en finale. Les membres de cette catégorie A pour la région de l'Ouest étaient M. Duimo Divan, M. Nkwamen Didier, et pour le centre, Mme Kwindou et Mme Wakam. Alors, la région de l'Ouest a eu, après qu'on ait sommé, parce que c'est chaque jury, chaque membre du jury qui notait chaque rubrique, chaque étape de discussion. Et nous avons fait une synthèse, une somme de notes. La région de l'Ouest a eu 76,16 sur 100 points, tandis que la région du centre a eu 75,16. Pour la catégorie B, où la région... Merci. Catégorie B, venez devant s'il vous plaît. Nous avons eu affaire à des vaillants messieurs de la région du centre face à nos représentants de la région du littoral. Alors nous avons pour la région du centre M. Aïssi Ongene et M. Chouanka Freddy. Et pour la région du littoral, nous avions M. Djomessi et M. Simba. Ici, dans la catégorie B, la région du centre a eu 68,83 sur 100, tandis que la région du littoral a eu 67,5. Alors, Monsieur le Président, chers membres du territoire, voilà le lauréat de cette édition, de la deuxième édition. Qui a gagné, Monsieur Jean? Challenge. Catégorie B. À la fin, les grands gagnants sont de la région de l'Ouest, avec 76. La catégorie B, s'il vous plaît, qui a gagné? La catégorie B, c'est la région du centre qui gagne. Vous n'avez pas démérité. Elle peut déjà être
formation continue, même pour ceux qui vont rentrer au tournée. Vous restez sur place et on va inviter celle qui détient vos récompenses. Elle est secrétaire générale des femmes du MRV. Je la voyais quelque part ici. Je ne la vois plus. Ah, merci. Madame Clément Cizé, à vous la parole. Merci. C'est un honneur pour moi et un plaisir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, les membres du directoire. Merci d'avoir attendu jusqu'à cette heure. Et c'est un honneur pour moi, formatrice, applaudissez pour moi aussi. C'est un honneur pour moi de savoir que nous avons au MLC des compétences. Permettez-moi de dire merci, Monsieur le Président. Au régional du littoral, faites un tonnerre d'applaudissements. Il a porté le PDF Challenge sur sa tête et ça a donné ce que ça a donné. Vraiment, nous sommes très heureux de savoir qu'ici, on a encore des personnes qui ont un souci de la jeunesse, de la formation et de la compétence. Je vais continuer à dire merci comme ça à des personnes qui ont œuvré pour que le PDF Challenge puisse être ce que c'est aujourd'hui, Monsieur le Président, parce qu'il faut le dire. Il y a des gens qui ont contribué, notamment à l'Ouest, mais qui ont porté aussi le PDF Challenge sur eux. Et là, je tiens à dire infiniment merci. Je dis merci d'abord à Madame Alvin Ngouabé, je ne sais pas si elle est dans la salle. Elle a payé le transport de nos lauréats de l'Ouest. Elle a contribué financièrement. Je tiens aussi à dire merci à quelqu'un qui n'est pas là, mais qui mérite qu'on lui dise merci. Monsieur Paul Silas Tué-Moifo, qui a vraiment œuvré. On a Monsieur Police qui est là. Il s'appelle ambassadeur. Ils ont porté le PDF Challenge. Monsieur Foti Colin, c'est le parrain du PDF Challenge. J'ai nommé ambassadeur. Infiniment merci à monsieur Gaël. Gaël, on va faire comment ça encore. Merci à Gaël qui est là. Alors il a distribué le PDF Challenge. Vraiment merci. Merci beaucoup. Nous avons des coachs, des formateurs. Nous avons des personnes. Les coachs, ils sont où? Vraiment les coachs. Un tonnerre d'applaudissements. Nous avons notre façon à nous de célébrer l'unité nationale. Dans la joie, mais mieux dans la formation, il y avait notre président de notre pays. Merci aussi à tous ceux-là qui ont toujours fait un like, un partage pour la page du PDF Challenge. Merci à Mathieu Youri, merci à vous tous. Maintenant, je passe à la partie que tout le monde attend. Équipe A championne, catégorie A. Les prix spéciaux ont été remis exceptionnellement par le président national. Catégorie A, c'est West Kwame Christophe et Ouais, excusez-moi. Je vais filmer à quel moment? Quand maintenant? Donnez-le à mon confrère là. Ouais. Viens me lire les prix. Prix spécial de la discipline et l'unité. Donc, on commence d'abord par équipe championne, catégorie A. Nous avons Kwame Christophe et Jumeau Divine.
catégorie se fait vous présenter préparer. Après. Non, non, c'est après, c'est après, c'est après, c'est après. Joan Cap de Rose et Aïssé Kangele. Pendant la liste de se prépare. Et on finit par le plus important, qui est la remise des prix au finaliste gagnant. Mais vous faites maintenant le contraire. C'est pas normal. Deuxième prix, c'est le prix Espoir de Monsieur Noah Junior. Mon talon. Tout le monde pourrait être comme lui. Il faut bien dire que ce jeune a travaillé sur des thématiques tellement difficiles qu'après on s'est demandé est-ce qu'il est seulement jeune. L'espoir de Messi. Voilà. Celui qui a couru, parce que c'est lui qui recrute les AIC et autres, c'est lui qui les amène. Et malgré son élimination, il continue à les encadrer et tout ça. Donc, il est terminé par monsieur Passage de témoin. Vous savez que les mois, c'est le seul nom qui est dans la Bible. Dans les mois, je retiens mon souffle parce qu'il s'agit d'une dame, alors pas de n'importe quelle jeune fille. Cette jeune fille nous a épatés dans notre challenge. On ne l'attendait vraiment pas au départ. Mais elle a relevé le défi. Il faut dire qu'actuellement, elle est en train, dans quelques jours, nous allons installer son unité du côté, dans le BAM et nous, Madame Goulsou. Hey. À la trésorière nationale des femmes du MRC, si elle est là. Madame Clémentine Samuel, que Dieu soutienne, elle a beaucoup écouté. C'est le prix de la relation féminine. Meilleur orateur, je suppose que vous attendez à quel nom? Challenge, dites-moi. Question à 1 million.
aussi politique pour leur enveloppe. Monsieur Michael a été remis par Monsieur Passons à la catégorie A. Vice-champion catégorie A. Centre. Madame Quindou et Wakam. Catégorie D. Photo. Catégorie B. Veuillez avancer, cher monsieur. Monsieur Djoumessi Gentak Sédik et monsieur Simba Moïse. Les vrais gagnants. Les vrais gagnants. Deux trophées pour les gagnants. Super, c'est bon. Mais avant de remettre les trophées, nous finissons avec les reconnaissances. Ici, nous avons la reconnaissance. Monsieur Fautin Collins, attestation de reconnaissance. S'il vous plaît.
10 représentants. Il est là? 10 Ah, représentants. ok. 10 représentants. Le centre 2. Centre 2. Ok. Monsieur Noko, s'il vous plaît. Attestation de reconnaissance. Attestation de reconnaissance de la Fédération régionale de l'Ouest. Non, un des membres de l'Ouest. Kwame, monsieur Kwame. Non, non, on a le vice-DP. On a le vice-DP de la mémoire. On a le vice-DP de la mémoire. Ok. Le vice-DP de la mémoire est là. C'est bon, c'est bon. Non, du nom, pardon. Ouais, Non, on va. La Fédération du Nord. Ok. C'est un plaisir encore pour moi de clôturer. Je ne vais pas clôturer sans qu'on me remette les trophées bien dedans. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez permettre de voir? Ah ouais, c'est ça. Donc, Après. merci le fera tout à l'heure. Chers amis politiques, avant la remise, je tiens d'abord à vous féliciter pour ce travail énorme. Et l'autre fait, moi, je préfère que le vélo, s'il vous plaît, vous présentez les deux professeurs. C'est la finale. Les deux. C'est votre. À tous ces mecs honneurs, je ne peux pas faire ça avec eux, même si vous dites non. Bon, un tournée d'applaudissements. Excellence, Monsieur le Président national, je voudrais, avant tout propos, et au nom de toute l'équipe, je vous présente mes excuses. Mais je ne maîtrise pas les mélanges du protocole. Et il y a eu tellement de mélanges tout à l'heure, donc les choses n'étaient pas censées se dérouler ainsi. Donc, toutes nos excuses. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu pour moi. Voilà. Nous allons remettre les deux trophées aux deux équipes. Bien, bien. Aux deux équipes vainqueurs nationales du PDF Challenge édition 2026. Nous allons commencer par la catégorie B. Avec votre permission, Excellence. Voilà, l'équipe nationale vainqueur PDF Challenge édition 2026, catégorie A. L'équipe consacrée vainqueur est l'équipe qui nous vient de la région de l'Ouest. Est-ce qu'elle est là?
Alors, monsieur Kwame, au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de son leader, le professeur Maurice Kamto, président national, et vu votre participation à la finale nationale du projet PDF Challenge, et vu également les résultats du jury PDF Challenge, j'ai l'honneur de vous remettre le trophée national de l'équipe vainqueur de la catégorie A PDF Challenge 2026. Bravo, voilà. L'équipe vainqueur PDF Challenge national, catégorie B, nous vient de la région du centre. Il s'agit de M. Twanket Tidi et de M. Aïssi Ongen. Du vice-président, s'il vous plaît, j'aimerais appeler l'équipe du littoral qui a aussi mérité cette coupe. À nous de jouer. Quel galanterie. Merci. Avant de clôturer, je tiens d'avoir dit merci d'avoir Aminikela pour son travail dans le PDF Challenge. Pour tous ceux qui ont participé à la formation, veuillez récupérer vos attestations au niveau du secrétariat. Quant à moi, Clémence et Cindy, j'en ai plein. Oui, pour corriger un peu, les équipes qui ont gagné l'équipe finaliste, venez avec vos trophées, vous avez fait avec le président national. Voilà. Venez avec vos trophées. Venez avec vos trophées. On va continuer à vous voter. Mon petit, vous faites la photo. Vous faites les photos, non? Allez-y. Ceux qui ont gagné d'abord. Ceux qui ont gagné d'abord. Non, non. Et je suis en photo. Vous avez un désordre, vraiment. Vous êtes désordonné. Je vous en prie. Une phase capitale. Merci de me souffler. Il s'agit de la prise de notre président national.
Oui. Qui est dans la vidéo. Une fois de plus, je voudrais avec mention particulièrement commencer les félicitations à ceux qui ont rendu cet événement possible. Je crois que les présidents orateurs l'ont déjà fait. Ce serait redondant à lui avancer de refaire cet exercice. Sachez, en tous les cas, que chaque mot qui a été prononcé en guise de reconnaissance ou vos contributions respectives au succès de cet événement sont partagées du fond du cœur, personnellement parlant. Je voudrais dire que PDL Challenge est le témoignage concret de ce que les jeunes sont capables de faire. Ce qu'ils sont capables de faire non seulement dans notre parti, mais à l'échelle de notre pays. C'est-à-dire la capacité de trouver des idées qui mettent la société en mouvement, qui mettent la jeunesse camerounaise en mouvement, qui montrent que nous pouvons ensemble, indépendamment de la région d'où nous venons, créer une synergie au niveau national dans laquelle chacun se reconnaît. Car voici que ce soir, nous avons nos jeunes venant. Je voudrais ici rendre un hommage particulier à ceux qui sont venus loin, notamment du Septentrion, pour être présents à cet événement. Je vois M. Afuro et tous ceux peut-être que je ne peux pas identifier. Soyez-en remerciés et dites à ceux qui doutent de la vitalité de notre parti que nous sommes là. Et nous sommes là pour construire le Cameroun. Nous sommes là pour le construire dans l'intérêt de tous les Camerounais. Et contre vents et marées, nous apportons notre contribution à l'édification de ce pays. Nous sommes un pays d'unité. Chacun de nous, nous avons la coutume de le dire, viens préparer. Mais cela ne nous empêche pas de construire ensemble notre pays. C'est ça la dialectique politique dans laquelle nous devons être. C'est pour ça que lorsqu'on insiste sur les identités, je dis vous n'avez rien compris. Les identités ne doivent pas être des identités, je veux dire, communautaires. Ils ne doivent pas être un facteur de division au Cameroun, parce qu'en réalité, c'est le registre culturel et traditionnel qui ne peut cacher le Cameroun. Mais le registre républicain est celui de la citoyenneté. Que nous construisons ensemble. Nous décidons ensemble de faire partie d'une nation que l'on appelle le Cameroun, des citoyens, avec les mêmes chances et d'aller dire les mêmes devoirs également. C'est ça que nous devons ORS. C'est ce que nous devons faire en temps. Parce que quelquefois, quand nous prenons des utopistes en disant voilà nos histoires, et puis vous pouvez rien. Nous n'avons pas, personne n'a jamais dit qu'il venait pour les supprimer. Mais c'est simplement que le registre communautaire est un registre distinct du registre républicain. Et chacun, les deux convergent, parce que l'autre est le socle culturel sur lequel notre nation est bâtie, et l'autre est le socle républicain de la citoyenneté sur lequel il veut se construire pour aller au monde, pour aller conquérir le monde. Dans notre fractionnement ethnique, nous ne pouvons pas conquérir le monde. C'est dans notre unité et notre solidarité républicaine que nous pouvons conquérir le monde. Voilà le discours et le message simple du MRC. Nous devons le dire. Avant de vous dire, mais je vais écouter mon propos, avant de vous dire ce que j'ai à vous dire sur les moments forts de ce qu'on peut appeler l'histoire politique du Cameroun, I would like to comment especially those who took the floor in English. I was impressed, more especially by one of them coming from the West. He was part of the Western team, although we still have to improve. But I think that we should not speak English just as we are forced to do so. We are in a bilingual country, and we cannot keep going on
No, the bed of English-speaking Cameroonians in the first place. So I would like to commend, but my advice is that they should do whatever it takes to improve their English, pronunciation, and articulation, so that they could be understood easily and speak. I do not expect you to speak Oxford English. That's not a problem. But to speak a proper English, and I think that our party can also do something in that respect. I think that we have many people in our midst who can organize teaching. It is true that through the social media or network, you can learn English by yourself, but sometimes you need somebody to try to help you speak better English or better French for those who would like to speak French. Having said that, let me turn back to French. Voilà ce que j'aimerais vous dire à propos de l'histoire politique du Cameroun. C'est juste quelques rapides parce que l'année est très avancée. Il aurait fallu que j'ai 2 heures, 3 heures pour vous faire un exposé assez détaillé et profond sur l'histoire politique de notre pays qui est extrêmement riche. Retenez simplement que notre pays, dans sa configuration actuelle, n'a pas toujours été comme ça. Le Cameroun, en tant qu'entité étatique nationale, on peut dire qu'il est à partir du 14 juillet 1884, à la signature des fameux traités germano-wallons. On ne vous dit pas toujours comment ça s'est passé. On passe rapidement, mais je vais prendre 30 secondes pour vous le dire. En réalité, c'était un traité entre des compagnies commerciales. C'était la firme Vollman, il y a une autre firme qui signait des traités avec les chefs politiques. Et quand les deux firmes, les deux entreprises commerciales en question se rendent compte de l'opposition des chefs Douala, ils informent son pays, ils informent leur pays parce que c'était des entreprises allemandes. Ils informent le Reich et on dépêche l'article sur la bord. Il arrive pratiquement le jour de la cérémonie, en tout cas, plutôt la veille. Et cet accord germano-douala, qui devait être juste de commerce, du fait de la présence du représentant officiel du Troisième Reich, qui s'appelait Nachtigal, transforme un accord commercial en un traité germano-douala. Voilà le fondement juridique, le sort à partir duquel le Cameroun va se. Mais à cette époque-là, le territoire n'a pas encore la configuration à faire. Parce qu'à partir de là, les Allemands vont entreprendre la conquête de ce qu'ils appellent l'Interland, c'est-à-dire l'intérieur du pays. C'est comme ça que vous allez avoir des corps expéditionnaires qui viennent jusqu'à Yaoundé et d'autres qui viennent à partir de Bousserie, c'est-à-dire de ce qu'on appelait à l'époque Fort Fourreau, du fait de l'appellation qui sera appelé Fort Fourreau, du fait de la présence française. Et ils font donc la conquête en descendant, en rencontrant des résistances, y compris dans le Noun, entre autres. Le Cameroun ainsi constitué va avoir 500 000 km². Mais entre-temps, en 1911, l'Allemagne fait ce que l'on appelle le coup d'Agadir. C'est-à-dire que la France veut prendre possession au Maroc, avoir le contrôle d'un certain nombre de positions au Maroc. Et l'Allemagne envoie sa marine faire la pression sur la France en disant si vous ne nous cédez pas telle partie de l'Afrique équatoriale à nous, que l'on va rallier, rattacher à notre territoire qui s'appelle le Cameroun, nous allons vous créer des problèmes, vous n'aurez jamais ce territoire. C'est le fameux coup d'Agadir, 1911, traité de 1911. Ça porte la taille du Cameroun de 500 000 km² à 750 000 km². Donc il y a 250 000 km² supplémentaires gagnés du fait de cet accord. Et c'est ça qui permettait au Cameroun, ce qu'ils appelaient le Neue, en allemand Neue Cameroun, New Cameroun,
le Cameroun nouveau, le nouveau Cameroun plus exactement, et qui avait des pointes qui allaient jusqu'à Lubangui, le fleuve Lubangui, et jusqu'au fleuve Congo. 2 ans. Et avec dans le bec du canard, qui avait pris en douceur, je vais revenir rapidement sur le bec du canard, et ce qu'on appelle aujourd'hui, vous voyez le ventre qui va vers la Centrafrique est beaucoup plus basse. Donc il y a une partie de la Centrafrique, une partie entière du Congo, et une partie entière du nord du Gabon, et au niveau du bec du canard, une section qui est faite à l'Allemagne. Je reviens brièvement sur le bec du canard, parce que aussi le traité de 1911, en contrepartie de ces cessions territoriales, la France cède 25 km au niveau du bec du canard. En Allemagne, cède 25 000 km au niveau du bec du canard à la France, qui attache cela à l'AEF, à l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire au Tchad. Si je reviens là-dessus, ce n'est pas qu'un détail. C'est que lorsqu'on va démanteler le Cameroun ensuite, après la Première Guerre mondiale, parce que dès lors que l'Allemagne est en train de perdre la Première Guerre mondiale et que les troupes franco-britanniques chargent l'Allemagne du Cameroun, le premier réflexe, la première chose que la France fait, c'est de détacher, de récupérer tous ces territoires qu'elle avait cédés en 1911 à l'Allemagne. Sauf que dans cette sécession, il y a un oubli, il y a les 25 000 km qu'on avait cédés à l'AEF et qui ne concernait donc pas l'affaire de Boudagani, parce que c'était le territoire camerounais. Et c'est ça qui fait qu'au lieu d'avoir 500 000 km, nous avons 475 000 km. Donc je tenais à vous fixer le décor parce qu'il faut connaître le pays, le territoire pour lequel nous nous battons, que nous aimons, pour lequel nous sommes prêts à donner nos vies. Voilà comment on a vécu. Donc, lorsque l'Allemagne perd la guerre, 1911, il y a un condominium franco-britannique, c'est-à-dire un gouvernement qui n'est pas vraiment, comment dirais-je, au début, là, tout du moins au début, avant le traité de Versailles de 1916, avant que le traité de Versailles ne se mette en place, les deux puissances ont déjà effectivement pris possession du Cameroun qu'ils partagent. Donc à peu près les 3 quarts reviennent à la France, les 1 quart à la Grande-Bretagne. Donc les parties, ce que nous appelons aujourd'hui le nord-ouest et le sud, la partie anglophone, qu'on appelait à l'époque Southern Cameroon. Parce que Southern Cameroon, c'était par opposition d'ailleurs à Northern Cameroon. Parce que on fait aujourd'hui comme si le Cameroun anglophone, ou disons les parties qui étaient rattachées au Nigeria, concernaient seulement le nord-ouest et le sud-ouest. Non, il y avait aussi Northern Cameroon, c'est-à-dire toute la partie aujourd'hui si vous voulez, toute la partie, là où le bec de canard du côté du Nigeria s'est creusé comme ça, vous voyez, j'ai oublié le nom des localités, mais de là-bas, vous avez Maïkouli à Ingé-de-Pierre. Oui, voilà. Non, pas la Damawa. Ah oui, non, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui part de pratiquement ce qu'on appelle le Tarabas et le Nigeria, qui va mais Yola a toujours été au Nigeria. Donc ça allait mourir à Yola et repartait jusqu'à vers le lac Tchad. C'est ça qui est parti au Nigeria après le référendum plébiscite de 1960. Donc, chacune des deux puissances va administrer la partie territoire qui est sous son autorité. Vient la période d'indépendance. Mais avant d'arriver à la période d'indépendance, notre histoire politique commence à s'accélérer, à prendre de l'intensité, justement à partir pratiquement des années. La période d'avant, il n'y a pas de force politique, il n'y a pas d'organisation locale. Il n'y a même pas d'assemblée, puisque comme vous le savez, les premières assemblées commencent en 1946, avec la loi de fer. La décentralisation va créer l'Assemblée territoriale du Cameroun, qui sont les gens qui sont venus là-bas pour représenter le territoire, qui se transformera plus tard en Assemblée législative du Cameroun, donc c'est ATCAM, qui devient ALCAM, Assemblée territoriale du Cameroun, qui devient Assemblée législative du Cameroun. C'est ça qui va nous conduire à l'indépendance. Mais qu'est-ce que je peux dire ici?
quand la vie politique gagne en intensité, une des choses que j'ai l'habitude de citer pour illustrer comment la dynamique politique s'opère dans un pays, c'est qu'à partir d'un certain moment, avant l'indépendance bien entendu, il est question de construire une route vers l'aéroport, une route bitumée qui va vers l'ancien aéroport, pas l'actuel. Et le territoire, l'Assemblée du territoire décide donc de construire cette route, mais le pouvoir exécutif, c'est le haut commissaire qui signe, qui gère le budget, qui peut attribuer le marché. Et ce marché-là est attribué à une firme, à une entreprise qui s'appelait Omnium. Omnium. Il gagne le marché, mais les travaux n'avancent pas, on ne voit pas les travaux. L'année suivante, le haut commissaire vient pour qu'on rallonge le marché, qu'on fasse des avenants. Et les représentants à l'Assemblée législative du Cameroun allaient dire, presque se révoltent en disant, mais le budget qu'on a déjà voté, qu'ont-ils fait de cela pour que nous soyons aujourd'hui à vouloir voter des avenants? Si je vous cite cet exemple, ce n'est pas pour faire de l'anecdote. C'est parce que c'est à partir de là que l'Assemblée prend conscience de son existence en tant que contre-pouvoir possible à l'exécutif. Ils disent que désormais, le budget du territoire sera voté et ordonné, enfin, et géré et suivi dans la gestion par l'Assemblée législative. Donc en fait, l'Assemblée législative gagne à quoi ses pouvoirs grâce à un marché qui a été mal exécuté. J'ai envie de dire que la corruption ou les détournements, les deniers publics ou les mauvaises gestions d'actes d'hommes déjà, c'est très important. Mais en termes d'histoire politique, n'oublions pas une date cruciale. Il y a deux dates. La première, c'est la date de 1945. Il y a les émeutes de Douala. Ça part du Mumbo et ça rejoint Douala, et qui est réprimé dans le sang. Si je cite cet événement, c'est parce que c'est en parallèle avec des événements de Sétif en Algérie. Parce que presque au même moment, vous avez le même type de soulèvement en Algérie. Et les deux sont écrasés dans le sang. Et c'est un des points sensibles des relations franco-algériennes aujourd'hui, les événements de Sétif. Le fait qu'on n'ait jamais reconnu ni réparé. Parce que pendant ces événements, les Camerounais n'avaient pas d'armes modernes, ils n'avaient que leurs saguets, peut-être les plus chanceux avec quelques fusils de chasse. Mais la population européenne qui était présente estimait donc parce que c'était un événement dans lequel un jeune Camerounais était mort. Et effectivement, les gens ont protesté et le haut commissaire, mais surtout les populations européennes qui vivaient au Cameroun à cette époque ont pris les armes pour participer à la répression. Ils ont donc en fait mis même la pression sur le gouvernement qui a ordonné qu'on leur remette des armes. Donc, et on est intervenu pour le premier avec tous les moyens, parce que, y compris les moyens aériens, c'est-à-dire les hélicoptères à l'époque. Donc ça a fait un vrai massacre. Ça, c'est le début des grands massacres, des plus grands massacres dans l'histoire politique du Cameroun. Retenez, c'est 1946. Et en 1948 naît l'UPC. C'est important de le dire. L'histoire politique du Cameroun ne sera plus jamais la même avec la naissance de l'UPC. L'UPC arrive comme un parti nationaliste clairement décidé à obtenir l'indépendance du pays. Mais son histoire va être terrible. Ça demanderait des heures parce que la répression a été terrible. La répression a commencé dans la Sahara maritime. Ce qu'on appelait la Sahara maritime à l'époque recouvrait le nom était actuel. C'était extrêmement vaste. Et tout ça, on appelait ça la Sahara maritime. On appelait le pays Bassa. Puisque quand on dit que Nyobe est mort en Sahara maritime, ce n'est pas à aider à ailleurs, il est mort à Mouniébé. Donc, il va y avoir une répression terrible. Et pourquoi cette répression est aussi féroce? N'oublions pas que en 1954, la France perd la guerre en Indochine contre les Vietcong. Donc, l'armée française
sort d'une défaite militaire. Et elle est, j'allais dire, remontée, elle est poussée. Et donc elle ne peut pas accepter de concéder une autre défaite sur le territoire africain. Nous n'avons pas été les seules victimes. Ça a eu lieu en Algérie, mais c'est à Madagascar aussi. Vous verrez, si vous lisez l'histoire de Madagascar, c'est dans les mêmes périodes où la répression a été terrible. D'ailleurs, le maréchal Gandini, qui était le gouverneur de Madagascar, a appliqué toutes les techniques et sa théorie de guerre contre-révolutionnaire qu'il a élaborée là-bas et qui a été transféré au Cameroun à la même époque. Donc, ils n'ont pas fait de détails. On a commencé en pays, comme on disait en pays Bassa, puisqu'on parlait de pays Bassa, pays Bassa. On a commencé en pays Bassa. Et vraiment, tout ce qu'on peut imaginer comme technique de contrôle de population a été mis en œuvre, y compris les camps. Les camps qu'on construisait, donc, qui étaient gardés. On n'avait pas seulement le courage de 10 camps de concentration. Peut-être qu'il n'y avait pas des chambres à gaz là-bas. Non, mais pour le reste, c'était des camps. Les gens étaient sortis de leur village, surtout les hommes, dans la forme de l'âge, stockés, parqués dans ces camps. D'ailleurs, l'opération militaire en pays Bassa s'appelait le Zopak. Le Zopak. Et c'était mené par un certain colonel, le lieutenant-colonel Lamberton. Donc, quand on tue Ruben Mouniobé le 13 septembre 1958, on estime qu'on a décapité le maquis dans la Sahara maritime. Donc, tout le dispositif du Zopak a fait tout. L'essentiel dispositif du Zopak est transféré à l'ouest, avec le même lieutenant-colonel Lamberton qui était déjà, avec des gens comme Delaunay et autres. Et c'est un carnage. Il est important de le savoir. Nous ne pouvons pas continuer à nous cacher derrière le petit doigt. Les gens nous disent qu'il faut se tourner vers l'avenir. Moi, je suis extrêmement d'accord avec ça. Je suis absolument d'accord. Mais on ne peut pas se tourner vers l'avenir sans savoir le passé combien. Voilà. Donc, ça, c'est une histoire qui nous a été interdite pendant des décennies. Ce n'est que, vous vous souvenez, quand Mongo Betty dit son livre en 1972, même pas sur le Cameroun, c'est passé au bilan. On a arrêté tout le stock. Ils ne pouvaient pas mettre les pieds au Cameroun. Quand les Abel et Inga, qui étaient à ce moment-là en Algérie, écrivent des livres sur la situation politique du Cameroun, on n'avait pas d'informations. Aujourd'hui, c'est à notre disposition. Les livres sont là. Les sources sont là. Donc, à partir de là, c'est vraiment une guerre sans merci. D'autant plus que, entre-temps, l'UPCBA a aussi créé la branche militaire, avec l'ANLK, l'Armée nationale de libération du Cameroun, ANLK. Donc, en fait, c'est une guerre, considérée comme une guerre. Je dois dire à cet égard que notre histoire est mal présentée. Et c'est mal présenté délibérément, parce qu'on divise les Camerounais pour qu'ils croient qu'ils n'ont pas une histoire commune, que ce qui est arrivé aux autres n'est arrivé qu'à ceux-là. L'histoire du nationalisme camerounais est une authentique histoire nationale, à laquelle a pris part tous les Camerounais. Relisez des pétitions du Cameroun à l'Assemblée générale des Nations Unies. Moi, je vous parle des documents des Nations Unies, pas d'un auteur qui peut avoir son point de vue. De 1959 ou autre, vous verrez qu'on vous dit que la répression a touché jusqu'à Mbamayo. On cite les villes, on cite le Mam, on cite Mbamayo, on cite les localités dans le nord du pays. Donc il faut arrêter de voir. Bien sûr, l'intensité de la guerre a été extrêmement plus forte dans la Sahara maritime et le pays baptisé, mais c'était partout. Dans les pétitions, puisque les gens parlent, les gens témoignent. Donc c'est une histoire nationale. Et nous sommes le seul pays au monde où tout un pays a vécu cela, mais où on a réussi à faire croire que c'était l'affaire de quelques groupes de maquisards de tel point qui ne... Non. Allez prendre Balmaïo Sammelima. Si je retrouvais j'avais mon téléphone ici, je vous montrerai les textes. Et les références sont d'ailleurs dans mon livre de droit constitutionnel. Chacun peut aller vérifier. Documents, archives des Nations Unies. Donc, c'est une histoire nationale. Pourquoi? Parce que les Camerounais voulaient être libres dans leur propre pays. C'était ça le problème, c'était ça la vérité. Il y avait des gens qui avaient un point de vue contraire, qui estimaient que nous étions, comme vous parlez tout à l'heure de mûrs, qui estimaient que nous n'étions pas mûrs pour l'indépendance. Voilà. Mais non, il y en avait qui estimaient que nous pouvions gérer nos propres affaires.
Et ça, c'était national. Mais avec une intensité particulière dans la Sénégal, ce qu'on appelait la Sénégal maritime à l'époque et en pays maritime. Voilà la vérité historique. On arrête de diviser les Camerounais, de fractionner notre histoire pour que nous n'ayons pas effectivement un imaginaire collectif commun. Il y a un imaginaire collectif commun au Cameroun qu'il faut construire et le MRC doit s'atteler à cela pour montrer que la lutte a été partout. Qu'on ne vous fasse pas croire que les septentrions étaient en jeu. Je vous dis non, pourquoi? Parce que la plupart des hauts dirigeants du MRC, de l'UPC, de l'époque, pour tuer le parti, on les a fêtés. Parce que la plupart étaient des fonctionnaires. Je connais par exemple le médecin Tani qui était médecin à qui est mort aujourd'hui. Moumier, comment est-ce que Moumier était envoyé au nord. Mais c'est lui qui a fait développer le parti, développer l'UPC au nord. L'UPC a été étouffé simplement ensuite parce que le président Aïdjo étant effectivement celui qui est arrivé au pouvoir et on ne pouvait pas vouloir que l'UPC garde quand même une vie dans cette... On a fait comme tout. Non, c'était... Ils ont développé le parti partout. Il ne faut pas qu'on vous trompe. On va réécrire l'histoire du pays. Notre histoire, on ne l'écrit pas pour quelqu'un, ni pour faire mal à quelqu'un, ni pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour nous-mêmes. Que nos enfants apprennent cela pour savoir que si nous disons que nous sommes tous Camerounais, ce n'est pas le hasard de l'histoire que nous sommes réunis, mais notre volonté commune en tant que citoyens de ce pays est inébranlable et nous allons construire cela ensemble. Donc, en 1900, donc il y a ces massacres-là à l'ouest. Je laisse le travail qui sera fait par ceux qui vont approfondir les recherches dessus. Est-ce qu'il faut qualifier ça de crime contre l'humanité, de génocide ou toutes sortes d'autres choses? Les recherches se feront un jour. Mais pour l'instant, je peux vous dire donc qu'avec l'Algérie, nous sommes les deux seuls pays en Afrique francophone, je veux dire, qui se sont battus pour leur indépendance. On est les deux. Pendant que les autres se félicitent et bâtissent leur histoire autour de leur lutte commune, ici, nous nous divisons. Au point où certains disent que c'était des bandits, c'était de ceci. Bon, je leur dis Alléluia. 1960, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une des choses, si j'avais le temps, je dirais dans le détail, mais je vous dirais ceci. Il y avait deux axes fondamentaux dans la conduite de la politique de l'UPC. Le premier axe, c'était l'axe de l'unité, de l'intégration des Camerounais. Le second axe était l'indépendance totale. Je prends l'axe de l'intégration, qui était, j'allais dire, un axe de type sociologique. Les dirigeants de l'UPC étaient conscients que chacun venait de sa région. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous prenez ceux qui ont les archives de l'UPC et qui peuvent vous les retrouver, ils vous montreront que parmi leurs commandements, parmi leurs principes, un des principes était qu'aucun dirigeant individuel de l'UPC ne marie même une femme de sa région. C'est pour ça que la femme de Mounier, qui s'est fait hein? Non, la femme de Mounier de Crédit était Marc Mounier, j'ai une admiration sans bord de cette femme. Marc Mounier, voilà. Parce que quand je vois les images d'archives, cette jeune femme, je ne sais même pas si on vient de s'assassiner, son mari à Genève. Et elle arrive à Genève. Si vous allez pleurer jusqu'à déchirer les habits. Elle dit que non, je suis là, je vais récupérer le corps de mon mari parce que je vais m'en occuper et tout. Et la vie va continuer. Ça, c'est extraordinaire. Ça, ce sont des figures qu'il faut mettre en avant. Non pas vraiment, je veux dire, il faut avoir une autre dimension pour, devant une tragédie de cette importance-là, pouvoir tenir, garder son calme et tout, alors que vous n'avez même pas encore 30 ans. J'ai parlé de Marc Mounier, mais on peut parler de Ernest Wandier, voilà. Sa femme était de Bakoko. Elle était une femme Bakoko. C'était comme ça. Et même il n'y avait pas eu une femme autre que Bassa, parce que lui, il était déjà marié. Bon, on n'allait pas l'obliger à divorcer pour ce. Donc c'était comme ça. Donc il voulait construire le Cameroun à partir de cela, de ce brassage. Là où aujourd'hui, nous nous évertuons à construire des murs infranchissables entre les ennemis, eux, ils voulaient briser ça. Le
le Cameroun, mais c'est difficile. L'autre sens, c'est construire l'État du Cameroun. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en avant? Et si on avait suivi justement la doctrine de l'UPC, parce qu'ils ont essayé de réunification avant l'indépendance. Il fallait réunifier le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone, et ensuite passer à l'indépendance. Parce que quand on est venu nous stabiliser, nous étions un seul et même pays. On a divisé parce qu'effectivement, il y a eu deux puissances victorieuses qui avaient chacune ses propres intérêts, ses propres partis. Mais donc, il fallait réunir ça et ensuite accéder à l'indépendance. Malheureusement, ça s'est pas fait. De cette façon, on a d'abord eu l'indépendance et puis il y a tout ce que nous connaissons. Je profite d'ailleurs de l'occasion sur ce petit point tout à l'heure. Certains jeunes, dans leurs exposés, ont parlé de terroristes anglophones. Il faut faire très attention à la terminologie. Peut-être que certains les appellent comme ça. Mais eux, ils s'appellent des indépendantistes, des séparatistes ou des abandonnés. Comme vous voulez. Vous ne pouvez pas utiliser le terme abandonné. Mais dites des séparatistes. Parce que il faut se méfier des qualifications. Il faut se méfier des qualifications. Je ne voudrais pas que il y a un seul exemple que nous soyons la vérité des gens comme ça. Non? J'ai toujours les séparatistes, les sessionnistes, ils disent qu'ils veulent faire la session, qu'ils veulent sortir du Cameroun. C'est leur but légitime. Je ne dis pas que faire le légitime, je ne sais pas si je pas. C'est leur but. Mais d'ailleurs, je suis celui qu'on a le plus parce qu'il dit que je suis celui qui dit que c'est pas grave. J'ai toujours dit personne ne s'attend à ce que je dise que je suis d'accord avec la sécession. Ça, ce sera jamais moi. Mais nous n'appelons personne avec des noms qui peuvent donner Dieu à prêter et qui donnent lieu à des quiproquos, des malentendus inutiles. Voilà. Ils ont leur thématique, ils ont leur but, il faut les laisser là. Je dis donc, on accède à l'indépendance et très rapidement, comme vous le savez, d'ailleurs de manière assez amusante, parce que le président Amadou Ahidjo, qui était premier ministre la veille, c'est-à-dire, nous sommes indépendants le 1er janvier 1960, donc le 31 décembre, le soir, là, il était premier ministre. Le lendemain matin, il était président de la République. Malheureusement, la répression a continué depuis belle, pratiquement jusqu'à l'exécution d'Ernest Ouandé le 15 janvier 1971 sur la place publique à Bafoussa. Mais avant cela, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas peut-être, le président Amadou Ahidjo arrive au pouvoir, son parti politique s'appelle l'Union camerounaise. Et entre 1960 et 1966, il y a deux événements importants. Le premier événement, c'est 1961, l'organisation du plébiscite, qui permet donc à la partie anglophone et la partie francophone de venir ensemble pour former la République fédérale du Cameroun. Cette fédération est basée sur des négociations, de longues négociations. Parce que les institutions de Fumban ne sont que, j'allais dire, le couronnement, la dernière étape. Parce qu'il y a eu d'abord les négociations de Yaoundé et de Bamenda. Et j'ai toujours dit, en 1961, puisque le référendum aura lieu en novembre 1900, en octobre, puisque c'est en novembre qu'on modifie la Constitution pour créer la République fédérale, que lorsque la délégation anglophone, c'est ce que les archives nous enseignent, la délégation anglophone arrive à Fumban, elle est un peu mécontente, pour dire le moins, parce qu'elle n'a pas reçu le projet de constitution avant. Parce qu'on devait
lui remettre le projet de constitution. On avait promis de lui remettre le projet de constitution avant pour qu'elle en prenne connaissance afin de pouvoir faire ses observations. Il n'a pas reçu. Donc une bonne partie de la délégation anglophone peut quitter la salle et peut quitter les négociations. Et c'est John Kufancha. Certains de nos frères anglophones disent que oui, c'est un corrompu, machin, il a fait ça. C'est John Kufancha qui dit que non, nous ne pouvons pas faire les choses cette conférence. Nous sommes venus ici pour nous retrouver en tant que frères. On va d'abord faire tout ça là, et puis on va arranger tout ce qu'il y a. Voilà comment, d'une certaine façon, on sauve cette conférence. La République fédérale du Cameroun donc, est née avec la Constitution du 4 novembre. Dans cette constitution, il est dit, non, il est dit qu'on ne peut pas modifier la forme fédérale de l'État. Dans la constitution de 1973, c'est écrit. Mais j'ai toujours, également à nos frères anglophones, que le président Amadou Ahidjo, soit de sa propre intelligence, soit parce qu'il a été conseillé, a été futé. Il n'est pas passé par le fait de notre révision constitutionnelle. Parce que si c'était passé par la révision constitutionnelle, ce serait totalement inacceptable, il serait contre la Constitution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais faire adopter une nouvelle Constitution. Donc ce qui fait que c'est le peuple souverain qui a le pouvoir constituant. C'est lui. Et qui peut le plus, peut le moins. Donc il fait une nouvelle Constitution dans laquelle il supprime la disposition qui dit qu'on ne peut pas modifier la forme fédérale de l'État. C'est à partir de là que naît la République unie du Cameroun. Il y a le mot uni dedans, la République unie du Cameroun, la Constitution du 2 juin 1972. Et, évidemment, certains de nos frères anglophones, frères et sœurs, compatriotes anglophones, disent qu'ils ont été abusés. Je ne rentre pas pour l'instant dans le débat politique, peut-être que cela viendra un jour, mais si je m'en tiens aux textes juridiques et aux documents qui me sont accessibles, je dois dire que il n'y a pas de raison de remettre en cause la Constitution de 1972. Parce que c'est le peuple qui est le souverain, c'est le peuple qui a le pouvoir constituant. Si vous voulez changer une constitution, sans qu'on vous accuse d'avoir violé la Constitution, allez demander au peuple souverain par voie de référendum. Par voie de référendum, parce que le référendum, c'est tout le monde qui vote pour dire si oui ou non. Et c'est ce qui s'est passé en 1972, y compris dans la partie anglophone du pays, où des gens ont voté pour la Constitution de 1972. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'invente rien. Il ne faut pas faire des faux procès aux uns et aux autres. Maintenant que pour des raisons de conduite des affaires publiques ou de gouvernance, ils soient mal à l'aise et qu'ils veulent bâcher. Oui, mais ne me dites pas, moi, juriste constitutionnaliste, et quand tout le monde m'enseigne le droit dans ce pays. Tout le monde. Bon, j'accepte, mais quand même, de temps en temps, concéder que je peux lire un peu ou comprendre aussi. Tout le monde m'enseigne le droit. Il y a même un groupe d'étudiants de Boya qui ont été encadrés par des gens que je connais, y compris des avocats, qui ont formé, fait un beau document pour m'attaquer sur la question de l'anglophone, sur la question du fédéralisme, de la volonté séparatiste de certains anglophones, et qu'ils ont envoyé jusqu'aux Nations Unies. Vous me nuisez. Ils ont envoyé jusqu'à l'Académie du droit international. Et je leur dis, quel est l'argument? Et quand vous lisez le document, vous vous demandez, mais c'est quoi? Où est le droit? On mélange les faits, les sentiments politiques, les états d'âme qu'on a vis-à-vis de tel avec le droit. Moi, je dis que pour l'instant, je ne suis que sur le terrain du droit. Et j'ai des collègues qui ne sont plus aujourd'hui, qui ont été à l'université avec moi à une époque, qui sont peut-être à l'étranger, et qui sont pris pour le je ne sais pas moi comment il faut l'appeler, on vous dit de pas pour le savant absolu du droit. Je veux bien, mais je dois être convaincu par les arguments juridiques. Parce que mes chers amis,
vous n'allez pas aller inventer les documents aux Nations Unies. Les archives des Nations Unies, nous aussi on y a accès. Et le plébiscite, ce qu'on appelait le plébiscite de 1961, c'est pas moi comme le document des Nations Unies qui consacre les résultats est là aux Nations Unies. Pourquoi vous faites comme si c'est moi qui ai inventé cela? Et on a donné le score, y compris dans les régions anglophones. Donc, je dis et je répète ici du haut de cette tribune, asseyons-nous comme Camerounais, regardons ces choses-là avec moins de passion et cherchons la meilleure solution possible pour notre pays. Mais que quelqu'un ne vienne pas en vous disant il n'y a que ça, c'était comme ça, tout ce que vous racontez. Non. À partir du moment où on a fait un référendum qui a adopté la constitution du 2 juin 1972, laquelle constitution ne contient plus la clause d'interdiction de modification de la forme fédérale de l'État, il n'y avait plus donc de problème pour qu'on crée la République unie du pays, qui était dans un État unitaire, c'était plus un État fédéral. En disant cela, je ne vous dis pas que je suis favorable à la République unie ou pas, à l'État unitaire ou pas. Je constate simplement les faits, je vous déroule les faits tels qu'ils sont historiquement passés, c'est tout. Après, donc, 1972, et donc, comme vous le savez, déjà quand on fait la fédération en 1961, l'honorable John Foncha devient vice-président. Et je signale aux uns et aux autres que c'est un vice-président élu, et non pas nommé. Il était élu sur la même liste que le président Amadou Ahidjo. Ensuite, en 1972, quand on va passer à la République unie, c'est l'honorable Solomon Tanemouna qui devient président de l'Assemblée nationale et il le restera jusqu'à l'avènement du président actuel. Donc, il y avait ce jeu de partage de pouvoir et d'équilibre. Ce que les gens oublient parfois, ou bien refusent de dire, on fait comme si les francophones avaient forcé ou avaient fait même basse sur la partie anglophone du pays. Que nenni, je peux vous dire qu'il y avait de nombreux francophones, même parmi le leadership politique, qui ne voulaient pas de cette réunification. Mais une des choses qui était attractive pour certains anglophones, notamment ceux qui étaient dans la fonction publique, c'était les salaires. Parce qu'on réalignait les salaires. Et que ce réalignement-là relevait énormément le niveau des salaires des fonctionnaires de la partie anglophone du pays. Et ceux-là étaient intéressés par cela. Bon, ça, ce sont des détails, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si un jour on a l'occasion d'en parler, on en parle. Mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je crois que le Cameroun, même contrairement au débat que vous avez eu sur le fédéralisme, est mieux pour faire le fédéralisme. Il faut donner aux entités qui constitueront la fédération la possibilité de s'épanouir, de libérer les talents, de libérer les énergies. Et vous allez voir comment le pays va se développer, parce que quand c'est trop centralisé, les priorités sont les priorités centrales. Si, imaginons par exemple, si vous dites, par exemple, je dis ça, ne tenez pas ça pour acquis, mais si vous dites que l'extrême nord et le nord forment une région, par exemple, comme ça, n'est-ce pas? Mais l'extrême nord et le nord peuvent décider que la route qui relie Garoua à Maroua, voire Koussery, sera une autoroute et que c'est une priorité pour eux. Ils vont se battre donc pour trouver les financements en question. Alors lorsque vous laissez ça au niveau central, ça ne peut pas être une priorité parce qu'il y a tellement de priorités partout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut voir ça comme une chance pour un pays aussi, de transférer une grande partie de ces compétences-là au niveau de pays. Le Nigeria a aujourd'hui 36 États fédérés. Et j'ai entendu des gens dire aujourd'hui que le nord du Nigeria, le machin. Je ne sais pas si vous êtes allé au Nigeria. Il ne faut pas avoir du Nigeria l'image chaotique encombrée qu'on veut vous montrer des attaques de Boko Haram ici, peut-être autour de Kano ou de machin. C'est un pays qui est en train de filer à la vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous prenez la moyenne de PIB par tout le monde, évidemment c'est faible. Mais à l'échelle du pays et même du continent, c'est un pays qui, si vous allez à Lagos, ça n'a rien à envier, si vous laissez certains quartiers mal famés, mais à la plupart des grandes villes des pays occidentaux. Donc, le fédéralisme, et si nous sommes en faveur de cela, c'est parce que ça peut permettre de donner une bonne réponse politique,
aux revendications de nos frères anglophones et une réponse économique adéquate aux besoins de développement des différentes entités qui constitueront la fédération. 1972, Daniel Mouna est Premier ministre, Foncha, parce que entre-temps, Foncha n'étant plus vice-président, à partir de 1966, 69, date exacte. Bon, c'est très content, c'est le leadership de la partie anglophone était par Daniel Mouna et qui va rester en poste jusqu'à l'avènement du président actuel qui est nommé Premier ministre pour la première fois en 1975 et qui sera reconduit au poste de Premier ministre en 1979. Et en 1979, la révision constitutionnelle de 1979 prévoit déjà que le Premier ministre, en cas d'empêchement, c'est-à-dire en cas de vacance de la présidence de la République, devient devenir président. C'est comme ça que le président actuel devient président aussi. Ce n'est pas par le biais d'élection, c'est effectivement par la passerelle constitutionnelle qu'il essaye d'aménager aujourd'hui pour je ne sais qui. C'est comme ça qu'il est devenu Premier ministre, reconduit Premier ministre en 1969 et devient président de la République en 1982. La suite, vous la connaissez, même si beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Il y a les tentatives du renversement du pouvoir, et notamment avec la plus importante qui est la tentative de 1984, du 6 avril 1984. J'ai dit qu'il y a eu des tentatives parce que déjà en 1983, on a signalé une première tentative de coup d'État en 1983 contre le président Biya. C'est pour ça que quand j'entends des gens qui disent qu'ils communiquent pour lui, dire que si quand tu es président de la République, il faut tout de suite le coup d'État, j'ai dit donc vous étiez content qu'on veuille lui faire le coup d'État en 1983 et 1984. Donc les communicants du ADPC qui viennent sur les plateaux raconter cela, je crois que leur propre hiérarchie devrait un peu les interpeller dessus. Vous dites que si quand on devient président, il faut tout de suite que l'armée prenne le pouvoir, on va lui faire un coup d'État contre lui. Et je dis, donc vous auriez été content, donc vous ne soutenez donc pas M. Biya. Parce qu'on a failli le renverser par un coup d'État en 1983 et 1984 de façon sûre. 1984 au moins je peux en rendre témoignage, j'étais au Cameroun et j'ai vu comment les choses sont déroulées. C'était pas l'amusement, c'était pas le vidéo game, c'était la réalité. Où le sang coulait, où on a tué les gens. Et vous venez dire ça. Et les gens vous maintiennent, ils vous disent qu'ils sont des communicants du ADPC. Vous voulez que je respecte les gens comme ça ou même un parti comme ça. C'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'on veut le pouvoir qu'on fait n'importe quoi. Donc, en 1900, il y a ces tentatives de coup d'État qui donc n'aboutissent pas. Et on avance. Le Cameroun se portait très bien économiquement. Je crois que le président Appel l'a dit. Quand Amadou Ahidjo quittait le pouvoir, le président Ahidjo quittait le pouvoir, quand le président actuel est arrivé au pouvoir, lui-même a dit que le Cameroun se porte bien. Il se porte même très bien. Les finances publiques sont saines. Mais très rapidement, les choses vont se dégrader à partir de 1988. On parle d'aller au Fonds monétaire international. Et effectivement, vers cette date-là, alors même qu'il avait dit dans une déclaration qu'il n'ira jamais au FMI, que le Cameroun n'ira jamais au FMI. L'extrait existe, je vous ai produit ça. Vous avez vu, je vous ai donné l'extrait parce qu'à un moment où il y a un ministre de son gouvernement qui disait que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que j'avais dit que nous ne pouvons pas aller. Je lui ai dit, mais rappelez-vous, votre chat avait dit qu'il n'ira jamais au FMI. Il n'a même pas attendu 3 mois. Il est allé. Donc, on fait comment? Non, c'est compliqué. Pire encore, il avait dit que, bon, on lui a demandé s'il n'aura pas de dauphin. Il a dit que ça sonne mal. Le membre dans une république, on ne va pas faire. Bon, mais d'accord, qu'est-ce qu'on fait alors là maintenant? Donc, il faut que ces gens-là eux-mêmes soient sérieux. Soient sérieux. Donc, il y a la tension parce qu'il y a aussi la conjoncture internationale qui a des répercussions sur la situation nationale. Parce qu'il y a effectivement
des crises économiques qui, sur le plan international, qui ont des répercussions sévères sur le Cameroun. Donc la situation du pouvoir d'achat se dégrade. Pire, on commence à ce moment-là aussi, dans la même période, à parler d'évaluation, d'évaluation du franc CFA. Ça, c'était la période la plus difficile de notre pays parce que nous étions en période de récession économique à un moment où même on dévaluait le franc CFA. Ça veut dire que le pouvoir d'achat avait fondu puisque nous importons tout. Le riz, nous produisons pas assez. Donc, si vous achetez 1 kilogramme de riz à temps, maintenant il faut peut-être ajouter. Les salaires avaient fondu. Beaucoup d'entre nous, des gens ont touché 90 000 francs. Les médecins touchaient 90 000 francs. Les diplômes, enfin, des fonctionnaires des différentes catégories. Donc, c'était un moment, une période extrêmement difficile. Et c'est donc dans cette. Et ensuite arrive le président français qui est arrivé au pouvoir en 80, François Mitterrand, estimant qu'il fallait peut-être pousser les Africains vers la démocratie. Mais j'ai toujours dit que ce n'est pas le discours de la bolle, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des revendications internes en Afrique, des populations africaines qui voulaient davantage de liberté, qui étaient là. Et donc, je crois que le président français a dit non, il faut effectivement aller vers la démocratie. Donc, d'où la fameuse formule du président actuel, je crois que c'était à un congrès de son parti, où il disait il faut vous préparer à une éventuelle concurrence. Donc, ceux qui étaient nés et avaient été le parti unique depuis toujours, et qui avaient le goût dans la bouche, qu'il ne fallait pas de concurrents et tout, ont commencé à s'énerver. Concurrence de quoi? Ils ne voulaient donc pas. Oui, ils ont parlé de multipartisme précipité. Non, jusqu'à faire des marches dans les rues. Voilà les gens qui nous font des leçons de démocratie. Ils ont marché dans la rue pour dire qu'ils ne veulent pas le multipartisme. Donc il faut que vous compreniez d'où viennent nos problèmes. C'est ancien. Et les mêmes sont encore là. Vous voulez vous attendez quoi? Donc, et quand on a fait le multipartisme, il y a eu cette forte pression. Je signale au passage que une des fers de lance de cette lutte pour l'avènement du multipartisme sur le terrain concret a été le SDF, qui est né en 1990 et qui a perdu quand même 6, je ne sais pas si c'était 6 de ses militants. En tout cas, il y a le jour où ils ont lancé leur parti à Bamenda, il y a eu 6 morts. Et on nous a dit que non, c'est des morts, on a seulement marché sur eux. Oui, on a piétiné. On les a piétinés. Et on a accepté. Donc, ça a continué comme ça. Et il y a eu un phénomène pour vous montrer à quel point il y a la régression dans notre pays. Les partis politiques de l'époque, qui avaient encore de temps en temps un sens de la coalition, de l'unité sur des questions fondamentales sur lesquelles on peut s'accorder. Par exemple, je vous ai toujours dit, moi, le MRC, nous pensons qu'on peut, tous les partis politiques, bon, si le RDPC ne veut pas, on les laisse à l'écart, on peut être tous d'accord pour dire qu'il faut faire une revendication sur la réforme du code électoral. C'est pas ça? Pour que les règles du jeu soient claires pour tout le monde, ça ne profite à personne. C'est-à-dire que si on vous dit, vous allez livrer un match, et on vous dit, bon, il faut qu'on soit d'accord que les règles seront les mêmes pour tout le monde. Vous ne pouvez pas dire qu'on a favorisé quelqu'un. Mais même là, les partis politiques aujourd'hui sont incapables de se mettre d'accord pour faire cela. Et donc, c'est là qu'il y a un problème. Or, en 1990-91, les partis politiques sont mis d'accord pour mettre la pression à fond sur le gouvernement. Ça a donné lieu au texte que vous connaissez. C'est-à-dire, il y a un recueil de textes qu'on appelle des textes sur les libertés publiques. Textes de liberté. Et c'est grâce à ça qu'on a eu des textes sur les partis politiques. Il n'y avait pas de loi sur les partis politiques, puisque c'était le parti politique unique avant. Il n'y avait pas de loi sur la liberté d'expression. Il n'y avait pas de loi sur les réunions et manifestations publiques. Or, oui, il y avait certaines lois, il y avait quand même quelques lois là sur les manifestations publiques, mais elles étaient essentiellement répressives parce que le régime à l'époque était le régime de la déclaration. Il fallait déclarer de l'autorisation, par exemple. Il fallait demander l'autorisation du sous-préfet pour tenir une réunion. Dans la loi de 90, on dit c'est la déclaration. Quand vous avez déclaré votre réunion, votre manifestation, vous pouvez la tenir. Si le sous-préfet estime que ça peut constituer une menace à l'ordre public, il voit avec vous
à quelle autre date on peut programmer cela, ou à quel autre endroit vous pouvez avoir votre manifestation. Donc la philosophie n'était pas d'empêcher, mais de s'assurer que ça ne va pas troubler l'ordre public. Aujourd'hui, vous voyez que même les plus hauts responsables parlent de est-ce que vous avez l'autorisation? Parce que dans leur tête, c'est toujours ça. Ça n'a jamais changé. Donc les acquis de 1990 ont été piétinés, dilapidés. Ça nous ramène à la situation politique que nous connaissons aujourd'hui, où le MRC a du mal à se réunir. Et d'autres partis politiques. Donc voilà globalement ce que je voulais dire. Vous avez été très rapide, je ne sais pas aller dans les détails. Mais il est extrêmement important que vous sachiez que non, mais par rapport à ce qu'on aurait pu dire, ce qu'il y avait dans la tête, j'aurais avoir envie de vous dire, vous comprenez. Et d'une certaine façon, c'est très rapide. N'oubliez pas que j'ai écrit un livre de près de 1000 pages sur l'histoire politique et nationale. Donc voilà, je ne vais pas vraiment aller plus loin. Je vais juste conclure en vous disant une chose. Mes chers amis, il faut connaître votre histoire politique. Il faut connaître les acteurs. Si vous ne connaissez pas les acteurs, vous allez vous tromper tous les jours parce que vous allez donner le bon Dieu à quelqu'un sans confession. Vous allez donner le bon Dieu sans confession. Juste parce que vous n'avez pas pris le temps de dire, mais cette personne, quel est son background? C'est même qui exactement? Je veux en savoir un peu plus. Cherchez toujours à bien connaître les acteurs. Cherchez aussi à bien connaître l'histoire politique du pays parce que parfois l'histoire est capricieuse, elle se répète. Les mêmes choses reviennent, peut-être pas exactement de la même manière, mais elles reviennent, elles se répètent. Donc voilà vraiment ce que je tenais à vous dire. J'espère que nous aurons l'occasion, peut-être même dans le cadre de l'Académie de la Renaissance, de choisir des thématiques sur lesquelles on peut approfondir dans le cadre de ces échanges sur l'histoire politique de notre pays. Merci beaucoup. Ça, c'est intéressant. Monsieur le Président, si nous pouvions organiser le PDF chaque semaine, ce serait vraiment important. Ok, amis politiques, chers délégations, nous voici donc parvenus au terme de notre soirée. Nous allons terminer par une séance photo ici.